Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler une fois de plus de Joe Petrali. Joe Petrali dont je vous avais montré ce pull que j'attribue à Joe Petrali étant donné les conditions de sa trouvaille. Ça, il y a une autre vidéo qui en parle, donc je ne vais pas vous rebattre les oreilles de ce pull une fois encore. En revanche, je vais vous reparler de Joe Petrali, et il y a tellement à dire sur Joe Petrali que je ferai sans doute encore deux autres vidéos à son sujet, en tout cas au sujet de son record à Daytona, son record de vitesse en knucklehead, et surtout de ce fameux knucklehead qui aujourd'hui fait partie de la collection du musée Harley-Davidson de Milwaukee. Alors, Joe Petrali, c'est un sujet, entre guillemets, qui m'occupe depuis de longues années. J'ai d'ailleurs un classeur entier consacré à Joe Petrali, donc je ne vais pas vous montrer l'intégralité du contenu, mais j'ai là-dedans pas mal de photos, de documents. J'ai fait vraiment énormément de recherches au sujet de Joe Petrali et notamment de son record de 1937. Donc, pour récapituler l'histoire, sachez qu'en 1936, enfin fin 1935 même, Harley-Davidson sort son modèle Knucklehead. D'ailleurs, Harley-Davidson n'a jamais appelé ça le Knucklehead, hein, c'était les utilisateurs, les harléistes, qui ont fini par baptiser ce modèle le Knucklehead. Pour eux, c'était le 61 OHV, donc 61 pour la cylindrée en cubic inch. Donc on multiplie par 16,3 871 et ça donne à peu près 1000 cm3 et OHV pour Overhead Valve. Donc c'était le premier modèle V-twin culbuté de série qui a en quelque sorte sauvé la mise d'Harley-Davidson parce qu'ils se sont modernisés là où Indian n'a pas vraiment su le faire en restant fidèle aux soupapes latérales. Toujours est-il que l'Amérique sortait de la crise et il fallait rendre ce modèle attractif, d'autant qu'il n'était pas donné, si bien que Walter Davidson a eu l'idée d'un record de vitesse. Walter Davidson, l'un des quatre fondateurs de la marque, qui lui-même avait été un pilote de course de régularité et d'endurance dans les années 1908-1910. Donc Walter Davidson a l'idée d'un record de vitesse et le seul pilote d'usine chez Harley-Davidson est alors Joe Petrali. Joe Petrali qui d'ailleurs en 1935 avait remporté toutes les courses comptant pour les championnats de l'AMA, au point que les spectateurs qui finissaient par se lasser un petit peu de le voir tout le temps gagner, misaient plutôt, enfin pariaient sur celui qui allait arriver à la deuxième place, sachant que la première place de toute façon allait certainement revenir à Joe Petrali, qu'on surnommait Smokey Joe, parce qu'on ne voyait de lui que le gros nuage de fumée, de poussière plutôt, qu'il laissait derrière lui. Toujours est-il donc que Joe Petrali étant le seul pilote d'usine, c'est lui qui est désigné pour piloter cette moto, mais c'est aussi lui qui fait partie du team qui prépare ce knucklehead. Donc le team est dirigé par Bill Ottaway, qui est alors le directeur du service course chez Harley-Davidson. Il est assisté de Hank Syvertson, qui lui succédera plus tard. Et il y a encore deux autres techniciens du service course. Il y a Bill Kasten et Ewald Becker. Donc avec Joe Petrali, ça fait 5 personnes qui travaillent au service course dans le plus grand secret, parce que même les autres employés de chez Harley-Davidson ne sont pas censés voir ce qui se trame au service course. On essaye de ne pas perdre trop de temps, parce qu'on est déjà à la fin de l'année 1936, début 1937. Donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a sous la main, en quelque sorte. Donc le moteur, lui, en revanche, est vraiment très travaillé. Le moteur porte le numéro de moteur 37 EL 1002. Tiens, d'ailleurs, j'ai dans cette vitrine un petit knucklehead en étain qui était vendu à l'époque chez les concessionnaires Harley-Davidson. J'ai juste rajouté cette petite plaque 37 EL 1002 pour le rendre un petit peu plus intéressant. Voilà, donc ça, c'était donc le deuxième moteur produit par Harley en 1937. Il y a eu pas mal de boulot fait sur ce moteur. On a même remplacé l'embiellage, les cylindres. Donc, il y a eu moins de courses, si vous voulez, dans l'embiellage, mais plus d'alésage. Donc ça permettait aussi de mettre des pistons haute compression. Le moteur développait donc 65 chevaux à 5700 tours minute. Et il était alimenté par deux carburateurs Linkert MR2, donc des carbus à barillet, tout en aluminium.
Le filtre à air était composé d'une cloche qui avait été taillée dans la partie interne d'un réservoir de 750 WL, c'est-à-dire la partie de l'essence qui s'intègre dans la partie bac à huile. Si vous voulez, les 750 WL qui avaient été remaniés justement en 1937 avaient un double réservoir avec le réservoir d'essence qui contenait beaucoup plus que le réservoir d'huile, et il y avait une partie qui s'encastrait donc à l'intérieur du réservoir d'huile. Mais de l'extérieur, rien ne se voyait. Toujours est-il qu'il y a une partie, donc cette partie est découpée, pour faire office, elle est chromée aussi, pour faire aussi office de filtre à air qui masque donc les deux carbulinkers, et les deux autres moitiés du réservoir sont redécoupées, soudées l'une à l'autre, et c'est ce qui forme le petit carénage tête de fourche. La fourche, elle, c'est une fourche d'Harley semi-culbutée des années 1916-17, qui est masquée par une sorte de carénage en forme d'aile d'avion. Le cadre, lui, c'est un cadre de Hill Climber DAH des années 1932 ou 34, qui est modifié lui aussi pour recevoir donc ce moteur. La boîte de vitesse, c'est une boîte de vitesse de Hill Climber à un seul rapport. Et on fabrique un carénage en aluminium, mais Harley-Davidson n'a pas de soufflerie, donc le carénage est un petit peu fait dans l'air du temps, à la mode du streamlining, donc on se rapproche un petit peu des ailes de roue de l'engin de record de Malcolm Campbell, donc la voiture de record de Campbell, mais enfin bon, tout ça, ça va pas être très très concluant. Donc, une fois que la moto est peinte en bleu ciel, que tout est terminé, on l'expédie au studio Pullman de Milwaukee. Les studios Pullman, ce sont les studios historiques qui ont toujours fait toutes les photos d'archives pour Harley-Davidson. Joe Petrali, lui, enfile son pull de course par-dessus sa chemise avec sa cravate, son pantalon en cuir, les bottes, son casque, voilà. Et on fait donc les célèbres photos dont j'ai ici un exemplaire original. Alors celui-là, j'y fais vraiment très très attention parce que je crois que c'est la photo la plus chère que j'ai achetée. Alors voilà, donc ça c'est vraiment l'original, signé de la main de Joe Petrali ici. Voilà, je vous la montre. Et elle était pendant des années, alors, quand je l'ai reçue, elle sentait la clope. Cette photo était pendant des années suspendue dans la concession. Je crois que le type s'appelait Sal Skirpo, un gars qui était pilote de course d'abord, mais qui avait eu ensuite une concession à Harley. Je me souviens plus de la ville, sincèrement. Enfin voilà. Donc ça, c'est une des photos originales des studios Pullman, signée de la main de Joe Petrali. Donc je la remets vite là-dedans parce que vraiment ça c'est le Saint Graal, je lui fais même pas voir la lumière. J'ai ici au mur une copie de cette photo qui est encadrée parce que sincèrement c'est tellement fragile que j'ai pas voulu prendre le risque de mettre l'authentique au mur. Voilà, donc une fois que les photos sont faites, la moto est mise en caisse et le 8 mars 1937, Joe Petrali arrive avec Hank Syvertson et ainsi que deux caisses en bois. Ils arrivent à Daytona. Dans les caisses en bois, il y a bien sûr le knucklehead caréné et dans une des autres caisses en bois, dans l'autre caisse en bois, il y a un WL 750 qui est lui aussi préparé pour tenter de battre un record de classe C. Les deux caisses sont entreposées dans un garage qui s'appelle Martin's Garage sur Atlantic Avenue, donc la grande avenue qui longe la plage à Daytona Beach. Et malheureusement, il y a énormément de vent. Donc il y a tellement de vent que pendant plusieurs jours, Joe Petrali attend dans son hôtel. On peut absolument rien faire. Impossible de battre un record. Sur la plage, les véhicules ne peuvent pas dépasser les 30 miles à l'heure. La plage est complètement inondée. Heureusement, ça finit par s'arranger et le 12 mars 1937, on commence
à effectuer les premiers runs sur la plage. Donc Joe Petrali commence à effectuer les premiers runs. Il y a là William Harley qui est arrivé entre-temps. Il y a aussi E.C. Smith, donc le grand patron de l'AMA, qui est présent. Et ce qui est amusant, c'est que dans la tour de contrôle en bois qui a été montée sur place, se trouve un certain John Latour, hein, ça ne s'invente pas, John Latour, qui est un grand spécialiste des chronométrages. Donc il est là avec tous ces appareils de chronométrage. Entre-temps, la municipalité de Daytona a installé un parcours de 3 miles sur la plage. Donc il y a 1 mile, donc 1 km 609, pour que Joe Petrali prenne son élan, bien sûr, parce que la boîte de vitesse tire long, donc il est certain qu'il ne va pas faire une course d'accélération avec une boîte comme ça. Ensuite, le mile central, c'est le mile où Joe Petrali sera chronométré, aussi bien à l'aller qu'au retour, sachant que les records sont toujours calculés sur une moyenne de l'aller et du retour, hein, pour pas être handicapé par les vents de face ou pour pas être avantagé par les vents de dos. Et ensuite, le dernier mile sert à ralentir la moto, sachant qu'il n'y a pas de frein sur cette moto. Joe Petrali peut juste couper la magnéto et faire en sorte que le moteur, le frein moteur fasse le job. Il n'a aucune visibilité avec son petit carénage devant, donc il a la tête sur le côté, comme ça, installé au guidon, et il a des fanions de chaque côté, une rangée de fanions avec, dans la partie centrale, la partie chronométrée, des fanions rouges et des fanions blancs dans le reste du parcours. Les essais sont très peu concluants. Il y a des vents latéraux qui font dévier Joe Petrali de sa trajectoire. Donc on enlève tout d'abord le carénage, enfin les 2 flasques qu'il y a sur la roue avant. On laisse les ailes qu'il y a donc sur la fourche, mais on enlève déjà les carénages de roue. Ça ne change pas grand-chose. Et finalement, le 13 mars, le lendemain, on va procéder à de nouveaux essais qui seront cette fois-ci un peu plus concluants parce que on décide de retirer complètement le gros carénage arrière. Alors là, j'ai des photos absolument uniques. J'ai réussi à récupérer. Alors là, je ne sais pas si vous verrez grand-chose. Ouais, bon, ben là, à la limite, en transparence. Enfin, en gros, j'ai des négatifs originaux de 1937. Alors ça, c'est absolument unique. Ça, voilà, ce sont les négatifs originaux du record de Joe Petrali. Je vais vous montrer à l'écran les photos qui ont été tirées d'après ces négatifs. D'ailleurs, j'en ai une ici. Là, j'ai un tirage original. Voilà, ça, c'est un des tirages originaux d'époque qui a été fait d'après un de ces négatifs. Et je vais vous montrer les autres à l'écran. Donc, il y a une photo où on voit Joe Petrali avec William Harley, et surtout un troisième négatif où on voit le carénage qui a été retiré et qui est posé sur une sorte de bâche sur la plage, hein, on ne pose pas ça directement dans le sable, et la moto qui se trouve à côté, c'est pas le Knucklehead, c'est le 750 WL. Donc voilà, ça c'est rarissime. J'ai publié sur les réseaux des photos de ces trucs-là. Moi, je suis pas adepte de mettre des watermarks, hein, vous savez, les machins, collection, ceci, cela. En gros, je laisse les gens me chouraver les photos s'ils en ont envie, les réutiliser. Ces trucs-là, j'aurais vraiment tort de les garder que pour moi. J'ai horreur des collectionneurs qui font ça, qui mettent en gros en travers, collection, machin chose. Voilà, donc moi, ces photos-là, j'ai les négatifs, ce sont vraiment des trucs uniques. Mais j'ai fait faire des tirages chez un photographe, je les ai publiés, je les ai retrouvés sur différents sites internet. On me mentionne pas comme étant le propriétaire, mais sincèrement, j'en ai rien à brer, hein. Tiens, d'ailleurs, j'ouvre une autre parenthèse, j'ai fait énormément de recherches sur Joe Petrali. J'ai même les horaires des marées. Enfin voilà, j'ai tous les détails. Voilà, ça c'est le Daytona Day by Day. Il y a les horaires des marées de mars-avril 1937. Alors, ça c'est autre chose, je vous en parlerai après. Alors, le 13 mars, donc, on retire le carénage arrière, on installe un petit garde-boue arrière de JD, de petites semi-culbutées type 1918-19. On vire évidemment la grosse assise sur laquelle Joe Petrali s'appuyait le bas du dos. Et on installe avec du Chatterton une petite selle totalement provisoire.
Toujours est-il que Joe Petrali fait donc un premier aller-retour dont la moyenne est de 134,83 miles à l'heure. C'est toujours pas suffisant, hein. N'oubliez pas qu'on lui a promis une prime de 500 dollars s'il arrivait à battre les 140 miles à l'heure. Donc, entre-temps, il enfourche son 750 WL et là, il arrive à faire un aller-retour à 102,047 miles à l'heure, ce qui fait 164 km/h à peu près. Donc là, oui, le record classé est battu, il n'est pas très spectaculaire, mais Joe Petrali est persuadé qu'il peut encore faire mieux avec son knucklehead. Il veut évidemment la prime. Il fait un deuxième aller-retour à 136,183 miles à l'heure, ce qui fait 219,11 km/h. Alors là, le record est battu. Il a battu le record de Johnny Seymour, qui était un pilote indien qui avait lui aussi battu un record sensiblement inférieur sur la même plage de Daytona quelques années auparavant. En revanche, William Harley donne l'ordre de cesser les records à ce moment-là, parce que ça lui permettrait d'une part d'avoir une petite marge si jamais Indian arrive à battre le record de 136,183 miles à l'heure. Harley a de la marge pour, là aussi, supplanter Indian. Et puis surtout, ça leur permet de ne pas filer les 500 dollars à Joe Petrali. 500 dollars à l'époque, c'est plus que le prix d'un knucklehead flambant neuf. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous montrer par ici? Ah bah oui, voilà. J'ai une autre photo intéressante parce que après le record de Joe Petrali, donc non seulement il y a eu toutes sortes de retombées dans la presse, notamment le magazine enthousiaste d'avril 1937, avec donc quelques pages consacrées à ce record, voilà, enfin aux deux records, hein, 136 et 102, donc le record du 750 et du 1000 Knucklehead. Mais ensuite, tiens là, vous voyez John Latour ici, avec son chronomètre, enfin son équipement de chronométrage. Et tiens, d'ailleurs, là, il y a Hank Syvertsen, William Harley et E.C. Smith. Voilà. Et après le record, le knucklehead de Joe Petrali, ça c'est une autre photo originale, fait une tournée à travers les États-Unis et il s'arrête chez différents concessionnaires où on expose le knucklehead avec les petites affiches avec en gros le 136,183 miles à l'heure. Voilà. Ce sont des affiches qui sont... J'aimerais bien en trouver une d'ailleurs, hein, mais bon, elles sont super rares. L'histoire ne s'arrête pas là, mais je vais m'arrêter moi ici pour aujourd'hui parce que à partir de 1950, Harley-Davidson prête cette moto à une autre écurie de course qui va continuer à battre des records de vitesse, mais cette fois-ci sur le lac salé de Bonneville et sur certains lacs asséchés californiens. Mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Je vous parlerai aussi des différentes restaurations qu'il y a eu de cette moto, et puis d'un réplica de couleur jaune qui a été fait de cette moto. Voilà, et là j'ai aussi pas mal de choses à vous raconter. Bon, pour aujourd'hui, je crois qu'on a fait à peu près le tour. J'ai certainement d'autres petites choses de Petrali ici, mais bon, pour aujourd'hui, ça suffit, parce que là, on en est déjà à 18 minutes de bourrage de crâne de Petrali, donc je vais vous laisser tranquille, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!